Merci beaucoup, Pierre. Oui, c'est exact, je m'exprime ici au nom de la Ligue des droits de l'homme, il faut préciser laquelle, pour laquelle la laïcité est évidemment une partie substantielle de son histoire et de son engagement. Pas uniquement au regard de la question de la séparation des églises et de l'État, mais parce que la Ligue a été, en 1898, construite pour défendre les droits et libertés, et donc par conséquent, parmi elles, la question de la liberté de conscience. Et que la Ligue s'est inscrite dans ce grand mouvement de l'histoire française qui a vu, je crois que on ne rappellera jamais assez cette séquence qui va des lois sur l'instruction publique à la loi de 1901 et enfin à la loi de 1905, qui vient comme une sorte de point d'orgue d'un processus, car la loi de 1905, par exemple, au regard des associations diocésaines, n'aurait pas été possible si la loi de 1901 n'avait pas été adoptée auparavant, et la loi de 1901 est elle-même le résultat, etc., etc. Et ce processus a jeté les bases de fonctionnement d'une société démocratique versus France, parce que la démocratie se décline heureusement, et c'est le propre de la démocratie, de diverses manières. Et bien sûr, la liberté d'opinion, la liberté et donc la liberté de conscience et d'expression sont au cœur de l'engagement de la Ligue, en ce qu'elles conditionnent la possibilité d'un débat démocratique et d'une appropriation de ce débat par la population. Le titre exact de la Ligue, c'est Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, et nous veillons à ne pas oublier cette question de l'exercice de la citoyenneté sans laquelle la démocratie, bien évidemment, ne peut pas vivre. La structuration laïque des institutions, alors je suis navré, mais c'est un peu la loi du genre. Vous allez entendre parfois un certain nombre de choses qui ont été dites auparavant. Je vais essayer de les dire différemment, donc vous pourrez juger à la limite de la manière dont elles sont dites. Mais la structuration laïque des institutions, son impact sur la société tout entière, se distingue des principes fondamentaux en ce que elle est une méthode. Elle est une méthode qui protège ses libertés fondamentales et ses droits fondamentaux. C'est un mécanisme de régulation sociale en charge de permettre le respect de la liberté de conscience. Si elle a acquis au fil des temps une valeur constitutionnelle, qu'elle est devenue une valeur de la République, elle reste néanmoins, je dirais, dans la hiérarchie des normes, en deçà de la question fondatrice qu'est la liberté de conscience, et la hiérarchie des normes s'exprime très bien à cet égard sur le papier, puisque la liberté de conscience est dans le préambule de la Constitution au travers de la déclaration de 1789, la laïcité est dans la Constitution chargée de décliner ou de mettre en musique, du moins en théorie, les principes édictés dans le préambule, double principe, je le rappelle, au travers de la déclaration de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, qui elle-même fait référence au Conseil national de la résistance. En ce sens, j'insiste sur ce point parce que certains ont tendance à le mettre sur les mêmes plans, et ce n'est pas une simple question théorique. La laïcité est bien une méthode d'organisation des institutions et de la société, et c'est donc directement le produit de notre histoire et d'une société bien précise. La liberté de conscience est un principe qui a vocation à être universel. La laïcité, la France, et je crois qu'elle peut en être légitimement fière, l'a construite, l'a produite. Elle est issue de notre histoire, des rapports de force, du gallicanisme, d'un certain nombre d'éléments, du rôle qu'a joué l'Église catholique dans ce pays et de la nécessité de mettre à bas ce rôle, en ce qu'il a été constitué une emprise insupportable sur la société. Il n'empêche, cela reste quelque chose que nous avons produit en tant que société française
Et c'est une des raisons de plus que nous serions le regarder comme étant une valeur universelle, un principe universel, comme, à l'inverse, de la liberté de conscience qu'elle est chargée d'appliquer. J'y reviendrai un peu plus tard. À l'inverse de ce qu'un certain nombre de gens disent, soit par ignorance, soit par médisance, soit par volonté de travestir la réalité, la loi de 1905, c'est d'abord une loi de liberté. Pour les institutions, bien sûr, puisque ça la dégage de l'emprise des églises, et pas d'une simplement, même si à l'époque c'était quand même bien une d'entre elles qui était visée, mais ça dégage aussi les églises de l'emprise de l'État, qui se souvient que dans le concordat napoléonien, le pape proposait, Napoléon disposait de la nomination Bonaparte, non, Napoléon disposait des évêques, de la nomination des évêques. C'est donc une double liberté qui est acquise, et en même temps, c'est une liberté pour la société elle-même. Pas simplement pour les institutions, pas simplement pour les églises, mais pour la société, puisqu'elle n'a plus d'autre guide officiel que celui de la vie démocratique et du libre examen. C'est donc déjà à ce propos-là une loi de liberté et pas une loi de contrainte, sans même aller au rappel historique, qui est que le projet Combes a été éliminé au profit du procès Jaurès et du projet Jaurès-Briand. En adoptant le double mouvement d'un refus d'être lié au culte d'un côté, ou de les régenter, et de garantir en même temps leur libre exercice, la loi de 1905 renvoie à la société civile. Alors, là pour le coup, vous avez parlé tout à l'heure du piège des mots, société civile, je précise comme je l'emploie, c'est-à-dire l'agora que nous constituons tous ensemble. C'est pas simplement les associations. On a coutume à dire de restreindre la société civile aux associations, syndicats ou autres. Là, c'est la totalité de ce qui forme le débat, forme la vie citoyenne, association ou autre, à l'intérieur d'une société. Ça lui renvoie le pouvoir de débattre et de définir une norme sociale dont la sphère politique est ensuite chargée d'assurer une transcription institutionnelle avec plus ou moins de bonheur, dans des rapports de force. Mais en tout cas, ce mécanisme, l'adoption de ce mécanisme qu'a été la séparation des églises et de l'État, renvoie directement à nous collectifs extrêmement larges, notre capacité à intervenir, à construire et à interpeller le politique afin qu'il transcrive ce qui ressort de nos débats, nos appréciations, nos affects aussi. Je suis arrivé en retard ce matin et je ne sais pas si quelqu'un est revenu déjà, en tout cas pas dans les dernières interventions, sur cette notion de sphère privée et de sphère publique. Quoi ? Non. Eh ben voilà, j'aurai au moins quelque chose d'original dans mon propos. Parce que ça me paraît être une conséquence de cela. Le micro, excusez-moi, vous avez raison. Je suis extrêmement dubitatif sur la notion de sphère publique et de sphère privée, en ce que je ne vois pas trop comment on peut qualifier de sphère privée quelque chose qui est en réalité totalement multiforme. Et je pense que nous aurions plutôt raison, et cela doit beaucoup aux travaux d'Alain Bondel qui est dans la salle, mon propos doit beaucoup aux travaux d'Alain Bondel, au fond à trois sphères. Une sphère publique qui est un noyau dur, où là la question de la séparation est, je dirais, irréfragable. C'est la neutralité assumée et, je dirais, presque de manière implacable.
Il y a un deuxième niveau, qui est celui de cette agora civile dont je parlais tout à l'heure, qui nous comprend tous, et au risque de choquer certains d'entre nous, qui comprend aussi la parole des églises, qui sont des acteurs de la vie sociale, à qui il est demandé de ne pas chercher à régenter le politique, de ne pas imposer cette loi uniforme dont nous parlait tout à l'heure, seule loi de référence dont nous parlait tout à l'heure. Christophe Abad. Non, le prof de ce matin qui parlait d'Habermas. Voilà, Portier. C'est-à-dire en disant, voilà, il y a une loi, et tout cela il y a quelques principes, et tout le reste doit en découler. Non, ça, effectivement, c'est une autre forme du cléricalisme. Mais pour le reste, les églises participent au débat. Et d'ailleurs, moi, en tant que Ligue des droits de l'homme, je me trouve pris dans cette contradiction. Car, bien évidemment, je suis vent debout lorsque l'Église s'exprime contre le droit des femmes à l'avortement et autres fadaises de même nature sur les préservatifs et autres choses du même genre. Mais en même temps, lorsque j'entends au concret les organisations confessionnelles sur la question du droit des étrangers dans ce pays et d'ailleurs, sauf à me fermer les yeux, je constate qu'elles rejoignent la position de tous ceux qui considèrent qu'on ne doit pas traiter les étrangers comme ils sont aujourd'hui traités concrètement. Donc cette société civile, c'est cette agora civile qui serait pour moi une deuxième sphère. Et puis il y a la troisième, qui est elle effectivement la sphère privée, celle de l'individu et de la famille, mais qui a une singulière tendance à se restreindre. Qui aurait pensé que, au moment de 1905, que l'on interviendrait dans la manière que l'État interviendrait sur des questions de procréation, c'est-à-dire sur le plus intime d'une vie en couple, qu'il y aurait une législation à cet égard, etc., etc. Et en même temps, pas de manière nécessairement intrusive au mauvais sens du mot, au plein mauvais sens du mot. Dès lors que je considère, et vous le considérez avec moi par évidence, comme parfaitement légitime que l'autorité publique intervienne et rompe le silence de la vie privée quand il s'agit des violences sur des femmes ou sur des enfants. Voilà ce qui me paraît recouvrer un peu plus une réalité de cette décomposition en plusieurs sphères que cette espèce d'affrontement à la fois stérile et inexact, surtout que reflet la formule maintenant passée dans le langage commun, sphère publique et sphère privée. Alors bien entendu, cette distinction, ce n'est pas des frontières étanches, et c'est justement aux frontières de ces différentes sphères que se dessinent les variables d'ajustement qui permettent d'avoir non pas des blocs antagonistes, mais de construire une forme harmonie. Une réflexion à propos encore sur la sphère publique. Prenons garde, car c'est une revendication que l'on voit aujourd'hui s'exprimer, à ce qu'elle celle-ci ne s'étende indéfiniment. Parce que plus l'affaire publique s'étendra indéfiniment, plus le débat, la richesse du débat, et donc de la vie démocratique, sera restreinte. Car si la sphère publique est astreinte à la neutralité, cette neutralité, on va l'imposer de plus en plus à la sphère de cette agora civile. Ou à l'inverse d'ailleurs, à force de museler ou d'imposer une neutralité du débat, celui-ci finira par rejaillir à l'intérieur de la sphère publique et donc de nier la neutralité de celle-ci, ce qui serait tout aussi périlleux. Cela dit, si la laïcité est garante de notre vivre ensemble, d'une forme de vivre ensemble
Faut-il encore que les politiques qui sont mises en œuvre n'aillent pas dans le sens contraire et soient respectueuses de la liberté de conscience et de l'ensemble des droits fondamentaux. Parce que la laïcité s'inscrit dans le postulat politique, dans ce théorème qui doit être, dans ce postulat qui doit être comme un théorème de manière paradoxale, démontré chaque jour, de l'unicité de l'humanité, parce qu'elle est destinée à permettre l'exercice de la liberté de conscience, parce qu'en conséquence, elle prohibe toute forme de racisme, de discrimination, y compris lorsque cela est le corollaire et s'exerce dans le cadre d'une inégalité sociale entre citoyens. Pour remplir pleinement son rôle, la laïcité a donc besoin que les politiques suivies respectent les principes fondamentaux de la République. Et ne commettons pas l'erreur de penser, comme certains ont trop tendance à le faire, comme certains ont trop tendance à le faire, que crier laïcité, ah, si la laïcité est appliquée, cela suffira à panser les plaies de la société. Ce serait un contresens manifeste. C'est le respect de l'égalité des droits, le refus de toutes les discriminations, qui sont la condition d'une pleine application de la laïcité et non l'inverse. Pas plus qu'il n'existe, et permettez-moi de dire que nous avons quelque expérience en ce domaine à la Ligue, pas plus qu'il n'existe de politique des droits de l'homme, il n'existe de politique de la laïcité entendue sous ce même raisonnement. Tout au contraire, dans un cas comme dans l'autre, se revendiquer de ces principes ne dispense pas de faire de la politique, encore une fois, tout au contraire. Les deux défis, me semble-t-il, auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés dans le monde laïque et dont nous devons discuter, si possible dans un thème, soit qu'il s'agisse de traiter les uns d'intégristes laïcards, soit qu'il s'agisse de qualifier de traître à la laïcité, c'est, me semble-t-il, deux choses. Dans un contexte où, je le dis comme je le pense, les politiques qui ont été suivies depuis maintenant de nombreuses années, tous gouvernements confondus, n'ont eu au mieux aucune efficacité pour l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations, au pire les ont amplifiés, voire les ont justifiés dans un certain nombre de discours politiques. Simplement penser il y a 20 ans, petite anecdote en 2 minutes. En 1993, la Ligue des droits de l'homme demande et obtient la démission d'un ancien conseiller du président de la République qui s'appelle Jean-Claude Barrot, car il écrit à ce moment-là un livre dont le titre est, si j'ai bonne mémoire, « L'islam est-il soluble dans la République ?» et il préside ce jour-là en même temps l'Office des migrations internationales. Et il décrète bien évidemment que l'islam n'est pas compatible avec la République. Il nous en veut d'ailleurs toujours beaucoup. La décision de le révoquer des missions ne démane pas de la Ligue, bien évidemment, mais nous avions quand même effectivement fait beaucoup campagne, parce que nous considérions que ce n'était pas acceptable, y compris de la part, et surtout de la part du directeur de l'Office des migrations internationales. Mais si vous relisez ce livre aujourd'hui, par rapport à ce que nous voyons, par exemple, dans les mosquées de Roissy de Philippe de Villiers, dans un certain nombre d'ouvrages, ou dans ce qui fleurit sur le net, mais Jean-Claude Barrot est un dangereux laxiste. Nous pouvons en rire sur la formule. Et Louis Plenel n'avait pas tort de réécrire pour les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien aussi comme cela que les choses se posent dans ce pays. Et à cet égard, l'instrumentalisation qui est faite de la laïcité me choque et nous choque à la Ligue de manière importante, de manière, je dirais, presque affective. Pourquoi ? Parce que comment peut-on détourner un principe destiné à inclure
en une pratique qui exclut quotidiennement des millions de Français, au prétexte simplement de leur pratique religieuse. Le discours de l'extrême droite est évidemment le plus caricatural, mais malheureusement, il n'est pas simplement le discours de l'extrême droite. Il est tenu ailleurs, à droite, entre le pain au chocolat, le refus des repas de substitution, pas de repas halal ou kasher, mais le refus des repas de substitution auxquels vient de se rallier Nicolas Sarkozy. Mais enfin, lui, que n'a-t-il dit en matière de division des Français en différentes catégories, roms, nationaux, d'origine, etc. C'est un discours qui existe aussi dans ma famille philosophique. C'est un discours que j'ai trop vu fleurir au nom de la laïcité, où certains ont fini par dire musulmans, on va faire mettre les pouces. Nous ne sommes pas dans cette logique, nous ne pouvons pas être dans cette logique si nous voulons que la laïcité soit un bien partagé et une valeur partagée par tout le monde. Mon dernier propos, et à cet égard, puisque vous venez d'arriver, je vous dis très clairement le soutien de la Ligue des droits de l'homme aux travaux de l'Observatoire. Et je crois d'ailleurs que la dernière décision, je le dis parce que la Ligue y siège et qu'Henri Leclerc en est le vice-président, le dernier avis de la CNCDH sur le projet de loi sur les crèches, qui est un bon exemple de l'extension indéfinie de la sphère publique. Demain, on finira par nous dire que, y compris ici, il faudra respecter les principes de neutralité. Bien non, nous ne sommes pas neutres. Cet avis est effectivement très intéressant en ce qu'il rejette fermement et violemment ce projet de loi. Enfin, et je le dis pour terminer, sachons aussi, ça revient au début de mon propos, reconnaître que la laïcité, dont encore une fois nous n'avons rien à renier, ni même les inventaires, ni même son anticléricalisme, reste néanmoins quelque chose de français. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait peu de pays qui pratiquaient en Europe la laïcité, forme séparation de l'Église et de l'État. Mais à vrai dire, je crois que vous avez parlé par euphémisme, là, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. La Belgique, contrairement à ce qu'on pense, les ministres du culte sont rémunérés par l'État. Je crois qu'il faut aller chercher du côté du Mexique pour avoir une vraie rupture institutionnelle entre les églises et l'État. Est-ce que pour autant quelqu'un peut aujourd'hui dire que la question de la liberté de conscience dans les pays de l'Union européenne est une question grave, si ce n'est la discrimination qui est aujourd'hui à l'œuvre à l'égard, de manière malheureusement globale, à l'égard des musulmans, ou en tout cas de ceux qui sont vécus comme musulmans, avec toutes les images et les tares qu'on leur prête. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un débat aujourd'hui réellement existant. Et d'ailleurs, le nombre de décisions de la Cour européenne sur le sujet n'est pas tel qu'il montre un contentieux gigantesque sur ce terrain. Au fond, en dehors des questions qui ont été évoquées, une des grandes décisions sur la liberté de conscience et des discriminations reste la décision sur la Grèce et sur sa carte d'identité qui forçait à révéler aussi sa religion. Alors, ce que nous devons, me semble-t-il, avoir en commun présent à l'esprit, c'est que nous n'avons pas de leçons à donner et que nous avons en revanche une expérience à faire partager. Il s'est tenu au mois de novembre un forum mondial des droits de l'homme, qui est un peu un pendant du forum social
mondial, qui se tiendra d'ailleurs à Tunis. Et permettez-moi une virgule qui n'a rien à voir avec le sujet, mais il faut soutenir la démocratie tunisienne. Il faut la soutenir. Sinon, la région en reprendra pour 50 ans de dictature et ce sera un échec de la démocratie. Je ferme la parenthèse. Il y avait, pour la première fois dans cette région du monde, un atelier sur la liberté de conscience. Il était tellement plein que, malgré ma force un peu corpulente, qui me permet en général de forcer le passage, je n'ai pas pu rentrer dans l'atelier. On entendait des... Alors, malheureusement, je ne parle pas arabe, donc je ne comprenais pas, mais je peux vous garantir que ça discutait et que c'était chaud. A certainement entendu des choses insupportables à nos oreilles, que je n'ai pas comprises. De toute façon, je les ai entendues de l'extérieur. Sans doute. Mais le débat s'est posé. Et là, le Forum social mondial, le réseau Euromède des droits de l'homme auquel la Ligue participe et que je préside actuellement, organisera un débat sur la liberté de conscience. Je veux dire par là qu'il faut reconnaître des objectifs communs sur lesquels aucune transaction n'est possible. Je dis bien aucune transaction n'est possible. Mais il nous faut aussi admettre que les peuples et les sociétés trouvent leur propre voie et leur propre chemin pour atteindre ces objectifs qui nous sont communs. Cessons de penser que parce que nous avons conçu un système riche dont nous pouvons être fiers, qui a assuré pendant des décennies une forme de paix civile que beaucoup ont à nous envier, que ce modèle est directement transposable ailleurs. Je terminerai au fond par ce propos presque exact dans sa citation de Senghor, qui disait, qui illustre ce que je viens de dire, qui disait « Le peuple français est un peuple merveilleux. Il veut le pain, la liberté, la culture pour tout le monde, à la condition qu'il soit français. » Eh bien, sachons être un peu international.